Je voudrais que tu sois renversée par un bus, maman. Ce serait mieux pour nous tous. Ces mots sont sortis de la bouche de Camille, ma fille unique, avec une froideur qui a glacé mon sang. À 70 ans, je pensais avoir tout entendu dans la vie, mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce moment qui a brisé mon cœur en deux. Je m'appelle Jeanne Lefebvre, et voici l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus transformatrice de ma vie. Une histoire qui a commencé par une trahison inimaginable et qui s'est terminée d'une façon que même moi je n'aurais pu prévoir. C'était un matin de décembre à Paris, le genre de jour où le ciel gris semble aspirer tout l'espoir du monde. J'étais dans mon petit appartement à Belleville, en train de préparer le petit déjeuner, quand j'ai entendu les coups violents à la porte. Mon cœur s'est emballé, une seule personne frappait ainsi, avec tant d'agressivité. Camille est entrée comme un ouragan, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de colère. À 42 ans, ma fille était devenue une étrangère pour moi. Ce n'était plus cette petite fille douce que j'avais élevée seule après que son père nous ait abandonnés quand elle n'avait que 5 ans. « Maman, tu vas m'écouter maintenant ?» a-t-elle crié, jetant son sac sur le canapé usé que j'avais acheté dans un magasin d'occasion des années auparavant. « Je suis fatiguée que ta vie misérable affecte la mienne. » J'ai tenu ma tasse de café avec des mains tremblantes. Ma pension de retraite couvrait à peine les dépenses de base, c'est vrai. Mon appartement était petit et modeste. Mais j'avais ma fierté, j'avais travaillé 40 ans comme femme de ménage dans des bureaux, j'avais élevé ma fille seule, je n'avais jamais demandé d'aide à personne. « De quoi tu parles, ma chérie ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme, bien que mon cœur battait la chamade. « Je parle du fait que tu es un poids mort dans ma vie », a-t-elle explosé. « Guillaume ne veut plus venir ici parce qu'il dit que cet endroit est déprimant. Il pense à rompre avec moi à cause de toi. » Guillaume. Le petit ami riche qu'elle avait rencontré 6 mois auparavant. Un homme de 50 ans, divorcé, qui utilisait clairement ma fille juste pour s'amuser. Mais Camille était obsédée par lui, principalement par son argent et son statut social. « Camille, s'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons parler. »« Je ne veux pas parler, » m'a-t-elle interrompu brutalement. « Je veux que tu comprennes que ton existence est en train de ruiner ma chance d'être heureuse. Guillaume a dit que je devais choisir entre toi et lui. » J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le monde autour de moi semblait s'estomper, comme si tous les bruits de la rue en bas s'étaient soudainement tus. Ma propre fille, la chair de ma chair, me parlait comme si j'étais un obstacle à éliminer. « Ma fille, je suis ta mère. Tu es un fardeau ?» a-t-elle crié, et c'est à ce moment-là qu'elle a prononcé les mots qui résonneraient dans mon esprit pendant les mois suivants. « Je voudrais que tu sois renversée par un bus, maman. Ce serait mieux pour nous tous. Je pourrais enfin vivre ma vie sans avoir à me soucier de ton existence pathétique. » Le temps s'est arrêté. Le bruit de la circulation dehors a disparu. Le tic-tac de l'horloge ancienne au mur est devenu assourdissant. J'ai regardé ma fille, l'enfant que j'avais allaitée, que j'avais consolée pendant les cauchemars, que j'avais protégée du monde entier, et j'ai vu une étrangère cruelle et froide. L'appartement semblait soudain plus petit, plus étouffant. Les murs avec la peinture écaillée, les meubles que j'avais achetés pièce par pièce avec mes maigres économies, tout me rappelait ma condition modeste. Mais jamais, jamais je n'avais pensé que ma propre fille me jetterait cela au visage avec tant de mépris. Tu n'es pas sérieuse, ai-je murmuré, les larmes commençant à couler sur mon visage ridé. Je suis très sérieuse, a-t-elle répondu sans un soupçon de remords. Et tu sais quoi? Si tu m'aimais vraiment, tu nous rendrais service à tous et tu disparaîtrais de nos vies. Ma gorge s'est serrée. Les mots que j'avais entendus semblaient irréels, comme s'ils venaient d'un cauchemar duquel je ne pouvais pas me réveiller. Cette femme devant moi, avec ses vêtements coûteux et son maquillage parfait, était-elle vraiment la petite Camille qui courait vers moi les bras ouverts quand je rentrais du travail épuisé? Camille, réfléchis à ce que tu dis, ai-je tenté, ma voix à peine audible. Je suis ta mère. J'ai sacrifié ma vie entière pour. Pourquoi, m'a-t-elle coupé avec dédain.
Pour me donner cette vie médiocre? Pour m'élever dans cette pauvreté? Regarde autour de toi, maman. Regarde cette misère. Comment peux-tu être fière de ça? Ces mots étaient comme des poignards qui transperçaient mon cœur. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque nuit où j'étais rentrée épuisée mais heureuse de pouvoir lui offrir un repas chaud, chaque robe que je n'avais pas achetée pour pouvoir lui payer des leçons de piano, tout cela semblait soudain sans valeur à ses yeux. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois, et l'expression sur son visage était d'une froideur que je n'oublierai jamais. Guillaume va me demander en mariage la semaine prochaine. Et je vais dire oui. Mais il a été clair qu'il ne veut pas de toi dans les parages. Alors tu décides, ou tu disparais de ma vie, ou je disparais de la tienne pour toujours. La porte a claqué avec une telle force que les verres dans la cuisine ont tremblé. Je suis restée là, debout au milieu du salon, sentant comme si mon âme avait été arrachée de ma poitrine. Pendant 70 ans, je ne m'étais jamais sentie si seule, si rejetée, si jetable. Je me suis effondrée dans le fauteuil et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère, 30 ans auparavant. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue, pour l'ingratitude qui faisait plus mal que toute douleur physique, pour la solitude qui maintenant m'engloutissait complètement. Les heures ont passé sans que je m'en rende compte. La lumière du jour a progressivement diminué, et bientôt l'appartement était plongé dans une semi-obscurité. Je restais assise dans ce fauteuil, regardant fixement le mur, revivant chaque moment de cette conversation horrible. Était-ce vraiment ma faute? Avais-je été une mauvaise mère? J'avais travaillé dur toute ma vie, j'avais toujours mis Camille en premier. Quand elle voulait des leçons de danse, j'avais pris un travail supplémentaire le week-end. Quand elle voulait étudier à l'université, j'avais économisé chaque centime. Où avais-je échoué? La nuit est tombée, et je n'avais toujours pas bougé. Mon corps était engourdi, mais pas autant que mon cœur. Comment une fille peut-elle dire de telles choses à sa mère? Comment peut-elle souhaiter la mort de celle qui lui a donné la vie? C'était presque minuit quand j'ai pris une décision qui changerait tout. Je me suis levée du fauteuil, j'ai pris mon manteau le plus chaud et je suis sortie dans les rues glacées de Paris. J'avais besoin de marcher, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de décider quoi faire du reste de ma vie. Les rues étaient pratiquement désertes. Seuls quelques jeunes qui rentraient des bars et le bruit lointain du métro brisaient le silence de l'aube. J'ai marché sans destination dans les rues étroites du quartier, mon esprit tourbillonnant entre douleur, colère et une tristesse profonde. Le froid de décembre mordait mon visage, mais je le sentais à peine. Ma douleur émotionnelle était bien plus intense que tout inconfort physique. À chaque pas, les mots de Camille résonnaient dans ma tête, « Je voudrais que tu sois renversé par un bus ». C'est alors que j'ai vu la petite épicerie encore ouverte au coin de la rue. Un panneau néon clignotait, « Loto, dernière minute pour parier ». Par impulsion, je suis entrée. Qu'est-ce que j'avais à perdre de toute façon? Le propriétaire, un homme âgé d'origine maghrébine, m'a regardé avec compassion. Peut-être a-t-il vu la tristesse sur mon visage, ou peut-être était-il simplement habitué aux clients désespérés qui venaient chercher un dernier espoir dans les jeux de hasard. « Bonsoir, madame. »« Un billet de loto ?» a-t-il demandé gentiment. « Oui » ai-je répondu, ma voix cassée par les larmes. « Un billet. » J'ai choisi les numéros au hasard, 07, l'âge de Camille quand elle a perdu sa première dent, 23, le jour de sa naissance, 31, mon âge quand je l'ai eu, 42, son âge actuel, 48, l'année de ma naissance, et 15, le nombre d'années qu'elle avait quand elle m'avait dit pour la première fois qu'elle m'aimait après une dispute d'adolescente. Ironique, n'est-ce pas? Même dans mon moment de plus grande douleur, même après qu'elle m'ait dit qu'elle souhaitait ma mort, je choisissais encore des numéros qui me rappelaient elle. Je suis rentrée chez moi et j'ai mis le billet dans le tiroir de la commode, à côté des photos de Camille enfant. Ces photos où elle souriait, où elle semblait heureuse, où elle me regardait comme si j'étais sa héroïne. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé quand j'ai acheté ce billet de loterie cette nuit-là de désespoir.
Ce qui a commencé comme le pire jour de ma vie était sur le point de devenir le début d'un retournement de situation que même moi je n'aurais pu rêver. Ma fille a pensé qu'elle s'était débarrassée de moi pour toujours, mais le destin avait d'autres plans. Et quand elle a découvert ce qui m'était arrivé après cette nuit terrible, elle a supplié à genoux que je lui pardonne. Mais est-ce que certaines paroles peuvent être pardonnées? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, vous serez choqués par ce qui s'est passé ensuite. 3 jours se sont écoulés depuis cette discussion terrible avec Camille. 3 jours où je ne suis pas sortie de chez moi, où je n'ai pas répondu au téléphone et où j'ai à peine réussi à manger. Mon petit appartement semblait une prison, et je me sentais comme une condamnée attendant l'exécution. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Je restais assise dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre les gens passer dans la rue, et je me demandais si quelqu'un remarquerait si je disparaissais tout simplement. Les mots de Camille résonnaient sans cesse dans ma tête, comme un disque rayé qui joue toujours la même mélodie douloureuse. Le réfrigérateur était presque vide, mais je n'avais pas le courage de sortir faire les courses. Les voisins avaient frappé à ma porte quelques fois, Madame Dubois du 3e étage, qui s'inquiétait parce qu'elle ne m'avait pas vu dans l'escalier, et le jeune couple du 2e qui venait parfois emprunter du sucre. Mais je n'avais répondu à personne. Comment expliquer qu'une mère de 70 ans venait d'être rejetée par sa propre fille? C'est un vendredi matin que ma vie a changé pour toujours. J'étais assise dans la cuisine, remuant distraitement une tasse de thé qui avait déjà refroidi, quand j'ai entendu la musique caractéristique du journal télévisé sur la télévision. Normalement, j'aurais changé de chaîne, les nouvelles n'apportaient que de la tristesse. Mais ce jour-là, quelque chose m'a fait prêter attention. La présentatrice, une femme élégante aux cheveux blonds impeccables, souriait à la caméra avec cette joie professionnelle que j'avais toujours trouvée artificielle. Mais ce matin-là, son sourire semblait différent, plus authentique, comme si elle était sur le point d'annoncer quelque chose de vraiment merveilleux. Et maintenant, les numéros tirés du loto de cette semaine, a annoncé la présentatrice avec un sourire radieux. Les numéros gagnants sont 07, 23, 31, 42, 48, 15, et le numéro complémentaire 09. Mon cœur s'est arrêté. Ces numéros, ils étaient familiers. Très familiers. Pendant un moment, j'ai pensé que mon esprit me jouait des tours. La solitude et la tristesse peuvent faire des choses étranges à une personne âgée. Mais non, j'avais bien entendu. 07, 23, 31, 42, 48, 15. Exactement les numéros que j'avais choisis cette nuit-là, dans un moment de désespoir total. Avec des mains tremblantes, j'ai couru jusqu'à la commode où j'avais rangé le billet que j'avais acheté cette nuit fatidique. Le papier froissé était exactement où je l'avais laissé, à moitié oublié entre de vieilles factures et des photographies de Camille enfant. 07, 23, 31, 42, 48, 15. J'ai lu les numéros 1 fois. 2 fois. 3 fois. Mes yeux ne me trompaient pas. Chaque numéro de mon billet correspondait exactement au numéro tiré à la télévision. Je me suis assise lourdement dans le fauteuil, le billet tremblant dans mes mains. Ce n'était pas possible. Des choses comme ça n'arrivent pas aux gens comme moi. Aux gens ordinaires, aux gens oubliés, aux gens dont leur propre fille souhaite qu'ils soient renversés par un bus. J'ai couru vers la télévision et j'ai augmenté le volume, désespéré d'être sûr. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose dans ma poitrine. Peut-être que j'avais mal entendu. Peut-être que mon cerveau fatigué avait inventé les numéros que je voulais entendre. Le prix de cette semaine est exceptionnel, a continué la présentatrice, son sourire devenant encore plus lumineux. Un seul gagnant remportera la somme de 15 800 000 euros. 15 800 000 euros. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Je me suis accroché à la table pour ne pas m'évanouir. C'était impossible. Tout simplement impossible. Mais les numéros étaient là, devant moi, correspondant parfaitement à ceux qui avaient été tirés. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai alterné entre regarder le billet et la télévision, comme si les numéros allaient changer à tout moment. Mais ils restaient les mêmes. Moi, Jeanne Lefebvre,
femme de ménage retraitée de 70 ans, j'avais gagné à la loterie. Ma première réaction a été d'appeler Camille. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur, mais je me suis arrêtée avant de terminer l'appel. Les mots qu'elle avait prononcés ont résonné dans mon esprit, je voudrais que tu sois renversé par un bus. Ce serait mieux pour nous tous. J'ai raccroché le téléphone. Non. Pas cette fois. Cette fois, je prendrai mes propres décisions. Le reste de la journée s'est passé dans un brouillard surréaliste. J'ai relu le billet des dizaines de fois, j'ai regardé les informations se répéter à la télévision, j'ai même pincé mon bras pour m'assurer que je ne rêvais pas. Mais tout était bien réel. Pour la première fois en 3 jours, j'ai eu faim. J'ai préparé un vrai repas, des pâtes avec une sauce tomate que j'avais faite maison, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Chaque bouchée avait un goût différent, comme si la nourriture elle-même était transformée par cette nouvelle réalité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la visite de Camille, j'ai dormi paisiblement. J'ai rêvé de possibilités que je n'avais jamais imaginées. Voyage, une nouvelle maison, sécurité financière pour le reste de ma vie. Mais principalement, j'ai rêvé de dignité. Quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu ce jour terrible avec Camille. Le week-end s'est passé lentement. J'ai gardé mon secret, même si j'avais envie de le crier du balcon. Madame Dubois est venue frapper à ma porte le samedi après-midi, inquiète parce qu'elle ne m'avait pas vue depuis plusieurs jours. « Jeanne, ça va? Tu m'as fait peur, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Ça va, Marie ?» ai-je répondu avec un sourire qui devait paraître étrange. « Ça va mieux que jamais. » Elle m'a regardé bizarrement, probablement surprise par mon changement d'humeur, mais elle n'a pas insisté. Si elle savait qu'elle parlait à une multimillionnaire nouvellement créée. Le lundi matin, je me suis dirigée vers le centre de Paris pour réclamer mon prix. J'ai mis ma meilleure robe, une bleue marine que j'avais achetée pour le mariage d'une voisine 5 ans auparavant, et j'ai pris le métro vers le siège de la Française des Jeux. Le trajet en métro était surréaliste. J'étais assise au milieu de dizaines de personnes qui allaient au travail, lisant leurs journaux, écoutant de la musique, préoccupées par leurs problèmes quotidiens. Aucune d'entre elles ne savait qu'elles partageaient leur wagon avec une femme qui venait de devenir riche au-delà de leurs rêves les plus fous. J'observais leurs visages fatigués, leurs vêtements d'hiver usés, leurs expressions résignées, et je me souvenais que quelques jours auparavant, j'étais exactement comme elles. La différence entre ma vie d'avant et ma nouvelle réalité tenait à un petit morceau de papier dans mon sac à main. Le fonctionnaire qui m'a reçu était un jeune homme, de pas plus de 30 ans, qui m'a d'abord regardé avec une certaine méfiance. Il a probablement pensé que j'étais juste une autre personne âgée confuse. Mais quand j'ai remis le billet et qu'il a vérifié les numéros dans le système, son expression a complètement changé. « Madame Lefebvre, a-t-il dit, les yeux écarquillés, vous avez vraiment gagné le prix principal. 15 800 000 €. Même en l'entendant officiellement, cela semblait encore surréel. J'ai signé les papiers nécessaires et on m'a informé que l'argent serait déposé sur mon compte dans les 48 heures. Madame, a ajouté le jeune homme en me tendant une brochure, nous recommandons fortement à nos gagnants de consulter un conseiller financier. Cette somme change une vie, et il est important de bien la gérer. Il avait raison. Cette somme ne changeait pas seulement une vie, elle la révolutionnait complètement. Je suis rentré chez moi dans un état de choc. Pendant tout le trajet dans le métro, je regardais les gens autour de moi et je pensais, personne ici ne sait qu'ils sont assis à côté d'une multimillionnaire. C'était une sensation étrange, libératrice et terrifiante à la fois. En passant devant la boulangerie où j'achetais mon pain depuis 15 ans, j'ai réalisé que je pourrais maintenant acheter la boulangerie entière si je le voulais. En voyant l'arrêt de bus où j'attendais chaque semaine pour aller faire mes courses au marché, j'ai compris que je n'aurais plus jamais à me soucier du prix des tomates ou du coût d'un taxi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Libre de la peur de manquer d'argent à la fin du mois, libre de l'inquiétude constante de savoir si ma petite pension suffirait, libre de la honte que j'avais ressentie quand Camille s'était moquée de ma « vie misérable ». Le mercredi,
L'argent était sur mon compte. J'ai regardé le relevé bancaire imprimé plusieurs fois, comptant les zéros. 15 800 000 euros. C'était réel. C'était à moi. La première chose que j'ai faite a été de chercher un avocat. Si j'avais appris quelque chose à 70 ans, c'est que l'argent change les gens, et je voulais me protéger. Monsieur Dubois, un avocat spécialisé dans les grandes fortunes, m'a reçu dans son bureau élégant du 8e arrondissement. Madame Lefebvre, a-t-il dit après avoir écouté mon histoire, puis-je vous suggérer de garder votre nouvelle situation financière secrète pour l'instant? Au moins jusqu'à ce que vous décidiez comment procéder avec votre famille? Secret. Le mot sonnait comme de la musique à mes oreilles. Pour l'instant, ce serait mon secret. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie fascinante. Pendant la journée, je continuais à être la Jeanne de toujours, je faisais mes courses à l'épicerie du coin, je saluais les voisins, je maintenais ma routine simple. Mais le soir, je passais des heures à rechercher des maisons, des voyages, des investissements. C'était comme si je découvrais un monde complètement nouveau. J'ai commencé à lire des magazines que je n'avais jamais achetés auparavant, des revues de décoration, de voyage, d'art. J'ai découvert qu'il existait des maisons avec des jardins plus grands que tout mon quartier, des hôtels où une nuit coûtait plus que ma pension mensuelle, des œuvres d'art qui valaient plus que tout ce que j'avais possédé dans ma vie entière. Mais en même temps, je me sentais étrangement détaché de tout cela. L'argent était là, énorme et réel, mais je ne savais pas encore ce que je voulais vraiment en faire. Acheter une grande maison? Voyager autour du monde? Investir dans des actions? Tout semblait possible, et paradoxalement, cette liberté totale était presque paralysante. C'est un samedi après-midi que tout a changé de nouveau. J'étais en train d'organiser quelques papiers quand j'ai entendu des coups à la porte. Mais cette fois, ce n'étaient pas les coups agressifs de Camille. C'étaient des coups hésitants, presque timides. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma fille debout dans le couloir. Mais elle était différente. Ses yeux étaient gonflés d'avoir trop pleuré, ses cheveux étaient ébouriffés, et elle portait les mêmes vêtements depuis 3 jours. « Maman » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. « Est-ce que je peux entrer ? J'ai besoin de te parler. » Pendant un moment, j'ai hésité. Une partie de moi voulait lui fermer la porte au nez, comme elle avait fermé son cœur pour moi. Mais elle était ma fille, et 70 ans de vie m'avaient appris que la haine consume plus celui qui est que celui qui est haï. « Entre » ai-je dit simplement. Camille est entrée et s'est dirigée directement vers le fauteuil où j'étais assise ce jour terrible. Elle s'est agenouillée sur le sol, à mes pieds, et a commencé à pleurer copieusement. « Maman, pardonne-moi » a-t-elle sangloté. Guillaume m'a quittée. Il a dit que j'étais une personne horrible d'avoir traité ma mère de cette façon. Il a dit qu'une femme qui traite sa propre mère ainsi ne mérite d'être aimée par personne. Je suis restée silencieuse, observant ma fille pleurer sur le sol du salon. Une partie de moi ressentait du plaisir à l'avoir brisée ainsi, ce qui m'a effrayée. Je n'étais pas une personne vindicative par nature. Il avait raison, maman, a-t-elle continué. Je suis une personne horrible. Tu m'as élevée seule, tu as travaillé comme une esclave pour me donner tout ce dont j'avais besoin, et moi j'ai dit ces choses terribles. Oui, ai-je dit finalement, ma voix étonnamment calme. Tu les as dites. La voir ainsi, vulnérable et repentante, a réveillé en moi des sentiments contradictoires. D'un côté, la mère en moi voulait la consoler, la prendre dans mes bras comme quand elle était petite et qu'elle avait fait une bêtise. De l'autre côté, la femme blessée en moi se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait prononcé. « Est-ce que je peux revenir dans ta vie ? Est-ce que je peux redevenir ta fille ?» a-t-elle imploré, tenant ma main avec force. « Je sais que je ne le mérite pas, mais tu es tout ce que j'ai au monde. Sans toi, je ne suis rien. » J'ai regardé Camille agenouillée sur mon sol, implorant le pardon, et j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de pouvoir. Elle ne savait pas que j'étais millionnaire. Elle était revenue non par intérêt, mais par désespoir et peut-être, juste peut-être, par amour véritable. J'ai décidé de pardonner à Camille, mais pas immédiatement.
Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai observé chacun de ses gestes, chaque mot, cherchant des signes de sincérité ou d'intérêt caché. Elle venait me rendre visite tous les jours, apportant parfois des fleurs bon marché achetées à la station de métro, d'autres fois seulement sa présence et des conversations que nous n'avions pas eues depuis des années. « Maman, tu te souviens quand j'étais petite et que tu faisais cette soupe à l'oignon le dimanche ?» a-t-elle demandé un après-midi pluvieux de janvier, pendant que nous buvions du thé dans ma petite cuisine. « Je me souviens », ai-je répondu, observant son visage. « Tu disais que c'était la meilleure soupe du monde. » « Elle l'est encore », a-t-elle souri timidement. « Tu peux m'apprendre à la faire ?» Je n'ai jamais appris à bien cuisiner. Ces moments étaient précieux et douloureux à la fois. Voir ma fille essayer de reconstruire notre relation, de retrouver la complicité que nous avions perdue, me rappelait à quel point sa trahison m'avait fait mal. Mais cela me montrait aussi qu'il restait peut-être quelque chose à sauver entre nous. Au cours de ces semaines, Camille m'a aidé avec les courses, à nettoyer mon appartement sans que je le demande, et a même suggéré que nous sortions ensemble nous promener dans les jardins du Père-Lachaise, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis plus de 10 ans. « Tu te souviens, maman, on venait ici quand j'étais adolescente », a-t-elle dit un dimanche ensoleillé, alors que nous marchions parmi les tombes anciennes. « Tu me racontais les histoires des gens célèbres enterrés ici. Tu trouvais ça ennuyeux à l'époque ?» ai-je répondu avec un petit sourire. J'étais idiote. Maintenant je comprends que tu essayais de me transmettre ta passion pour l'histoire, pour la culture. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. J'ai gâché tellement de choses, n'est-ce pas? Nous avons tous des regrets, ma chérie, ai-je dit doucement. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant. Mais je gardais mon secret bien gardé. Monsieur Dubois m'avait conseillé d'attendre au moins 2 mois avant de révéler ma nouvelle situation financière à quiconque de la famille. Voyons si ses intentions sont vraiment pures, avait-il dit. Pendant cette période, j'ai commencé à établir des plans plus concrets pour mon argent. J'ai ouvert plusieurs comptes d'épargne, j'ai investi une partie dans des obligations sûres, et j'ai même acheté quelques actions de grandes entreprises françaises. Monsieur Dubois m'avait présenté à un conseiller financier, Madame Moreau, une femme compétente de 50 ans qui m'a aidé à comprendre les complexités de la gestion d'une grande fortune. Madame Lefebvre, avec cette somme, vous pourriez vivre confortablement pendant plusieurs vies, m'avait-elle expliqué lors de notre première rencontre. Mais il est important de diversifier vos investissements et de penser à long terme. J'ai aussi commencé à réfléchir sérieusement à la façon dont je voulais utiliser cet argent. Certes, je pouvais m'offrir une vie de luxe, mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour une femme de 70 ans qui avait vécu modestement toute sa vie? Un soir, en regardant les informations, j'ai vu un reportage sur les sans-abri de Paris. L'hiver était particulièrement rigoureux cette année-là, et beaucoup de personnes âgées se retrouvaient à la rue. J'ai pensé que j'aurais pu être l'une d'entre elles si les choses avaient mal tourné. Cette réalisation m'a touché profondément. C'est un jeudi soir que j'ai reçu un appel qui changerait tout de nouveau. C'était Camille, et elle pleurait de manière incontrôlable. « Maman, tu peux venir ici? S'il te plaît? J'ai besoin de toi. » Je l'ai trouvée dans son petit appartement à Montmartre, assise par terre dans le salon, entourée de factures impayées et de lettres d'expulsion. Sa situation financière était encore pire que je l'imaginais. L'appartement était dans un état lamentable. Des vêtements sales traînaient partout, la vaisselle s'empilait dans l'évier, et il y avait une odeur de renfermé qui suggérait qu'elle n'avait pas ouvert les fenêtres depuis des jours. C'était le reflet parfait de son état mental. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle sur le sol froid. Quand Guillaume m'a quitté, je n'ai pas réussi à bien travailler. J'ai manqué beaucoup de jours au bureau parce que je restais à pleurer. Ils m'ont licencié la semaine dernière, a-t-elle avoué entre les sanglots. J'ai 3 mois de loyer en retard. Ils vont m'expulser la semaine prochaine. J'ai regardé autour de l'appartement en désordre. Des assiettes sales dans l'évier, des vêtements éparpillés, une atmosphère de désespoir complet. Ma fille avait touché le fond. Et ce n'est pas tout, a-t-elle continué, sa voix se brisant davantage.
J'ai aussi des dettes de carte de crédit. Quand j'étais avec Guillaume, j'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas pour essayer de maintenir un style de vie qui lui plaisait. Je pensais qu'il m'épouserait et que tout s'arrangerait. Maintenant je dois presque 10 000 euros. 10 000 euros de dettes plus les arriérés de loyer. Pour la nouvelle Jeanne, c'était de la petite monnaie. Pour l'ancienne Jeanne, c'était un montant astronomique. Et Camille ne savait rien de ma transformation financière. Maman, elle m'a regardé dans les yeux, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après ce que je t'ai fait. Mais, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je promets que je rembourserai dès que j'aurai trouvé un autre emploi. C'était le moment de vérité. Si je prêtais de l'argent avec ma modeste pension, elle saurait que c'était un énorme sacrifice de ma part. Si je refusais, elle pourrait vraiment finir à la rue. Mais si je révélais ma nouvelle condition financière, comment réagirait-elle? Combien as-tu besoin? Ai-je demandé. 2 000 euros pour régulariser le loyer et 1 000 de plus pour me maintenir jusqu'à ce que je trouve du travail, a-t-elle répondu, baissant la tête honteusement. 3 000 euros. Pour la nouvelle Jeanne, c'était moins qu'un pourboire. Pour l'ancienne Jeanne, c'était impossible. J'ai décidé de faire un test. Camille, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas 3 000 euros d'épargne. Mais je peux prêter 1 500 euros, c'est tout ce que j'ai réussi à économiser ces 5 dernières années. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes à nouveau, mais cette fois c'était des larmes de gratitude, pas de désespoir. Maman, tu ferais ça pour moi? Même après tout ce que j'ai dit? Tu es ma fille, ai-je répondu simplement. Et peut-être que nous pouvons trouver d'autres solutions pour le reste. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec le cœur légèrement plus léger. Camille avait accepté mon aide limitée avec une gratitude genuine, sans faire pression pour plus, sans faire d'exigence. Peut-être y avait-il de l'espoir pour nous deux. Le lendemain, au lieu de donner les 1 500 euros promis, j'ai pris une décision différente. J'ai appelé Monsieur Dubois. Je veux acheter un appartement, ai-je annoncé. Un appartement de 2 chambres à Montmartre, près de l'endroit où vit ma fille. Comptez-vous déménager, Madame Lefebvre? Non. Je compte donner une seconde chance. J'ai trouvé l'appartement parfait dans une rue tranquille, à seulement 5 minutes à pied de l'endroit où vivait Camille. C'était un 2e étage avec vue sur une petite place arborée, 2 chambres spacieuses, une cuisine moderne et un salon avec cheminée. Il coûtait 350 000 euros, une aubaine sur le marché parisien. L'appartement était lumineux et bien entretenu, avec de hauts plafonds et de belles moulures anciennes. Les fenêtres donnaient sur une petite cour intérieure paisible, et on pouvait même apercevoir le Sacré-Cœur au loin depuis la chambre principale. C'était exactement le genre d'endroit où j'aurais rêvé de vivre quand j'étais jeune. J'ai acheté l'appartement en 3 jours, toujours au nom d'une société fictive que Monsieur Dubois avait créée pour moi. Camille ne saurait jamais que j'étais la propriétaire. Le vendredi après-midi, je l'ai appelée. Camille, je dois te raconter quelque chose. Tu te souviens de Madame Rousseau, mon ancienne voisine qui a déménagé à Nice? Je m'en souviens vaguement, a-t-elle répondu. Elle a appelé aujourd'hui. Apparemment, elle a hérité d'un appartement ici à Montmartre et veut le louer pour un prix symbolique à quelqu'un de confiance. 400 euros par mois, tout compris. J'ai entendu Camille respirer profondément de l'autre côté de la ligne. Maman, c'est réel? Ce n'est pas une plaisanterie? C'est réel. Elle a dit que si tu es intéressé, tu peux voir l'appartement demain. Le samedi, j'ai accompagné Camille pour découvrir l'appartement que j'avais acheté pour elle. J'ai engagé un acteur pour jouer le rôle de l'administrateur de l'immeuble, un homme élégant de 60 ans qui a parfaitement joué son rôle. Bonjour mesdames, nous a-t-il accueillis avec un sourire professionnel. Vous devez être mademoiselle Camille? Madame Rousseau m'a beaucoup parlé de vous. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, j'ai vu les yeux de Camille s'illuminer pour la première fois depuis des mois. Elle a parcouru chaque pièce avec une expression de pure joie, touchant les murs comme si elle n'arrivait pas à croire que cela puisse être réel.
C'est parfait, a-t-elle murmuré, debout à la fenêtre du salon, regardant la petite place en bas. C'est absolument parfait. La lumière de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres, créant des motifs dorés sur le parquet ciré. L'appartement semblait l'envelopper d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Alors vous voulez le prendre ?» a demandé l'administrateur. « Oui » a-t-elle répondu immédiatement. « Mais... Monsieur, je suis au chômage en ce moment. Comment puis-je prouver que je réussirai à payer le loyer ? Madame Rousseau m'a dit que votre mère était une personne de confiance, a-t-il répondu avec un sourire. Si Madame Lefebvre se porte garante du contrat, ce sera suffisant. Camille s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux. Maman, tu ferais ça ? Tu serais ma garante ? Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu, serrant sa main. C'est le moins que je puisse faire. Cet après-midi-là, nous avons signé tous les papiers. Camille avait un nouveau foyer, et j'avais la satisfaction de savoir qu'elle était en sécurité, même si elle ne savait pas que celle qui garantissait sa sécurité, c'était moi. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai aidé Camille à déménager. Nous avons acheté des meubles dans des magasins d'occasion, nous avons peint les murs ensemble, et lentement nous avons transformé cet appartement vide en un foyer accueillant. C'était comme si nous reconstruisions notre relation brique par brique. « Regarde, maman », a-t-elle dit un soir, debout dans son nouveau salon avec des taches de peinture sur les joues. C'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment chez moi quelque part. Un foyer, ce n'est pas seulement un endroit, ai-je répondu. C'est un sentiment. Et toi, tu m'aides à retrouver ce sentiment, a-t-elle dit doucement. Ces moments de reconstruction étaient précieux, mais ils étaient aussi accompagnés d'une culpabilité croissante de ma part. Chaque jour que je passais avec Camille, chaque sourire sincère qu'elle me donnait, chaque geste de gratitude qu'elle exprimait, me rappelait que je lui mentais. Un mensonge énorme, qui grandissait chaque jour. 2 mois se sont écoulés depuis que Camille avait emménagé dans l'appartement que secrètement j'avais acheté pour elle. Notre relation s'était complètement transformée. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine, elle m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment aimée par ma fille. Camille avait trouvé un nouvel emploi dans une petite maison d'édition dans le Marais et semblait genuinement heureuse. Elle ne mentionnait plus Guillaume ou son ancienne vie de futilité. Elle semblait avoir trouvé un équilibre et une paix que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Tu sais, maman », m'avait-elle dit la semaine précédente pendant que nous préparions le dîner ensemble dans sa nouvelle cuisine, je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais besoin de simplicité dans ma vie. Cet appartement, ce travail, tout cela me rend heureuse d'une façon que je n'avais jamais ressentie avant. Je l'avais regardé remuer la sauce tomate avec un sourire paisible sur le visage, et mon cœur s'était serré. Elle était heureuse, mais son bonheur était construit sur un mensonge que je perpétuais chaque jour. Mais j'étais fatiguée de vivre dans le mensonge. Chaque fois qu'elle me remerciait pour la chance d'avoir trouvé cet appartement, chaque fois qu'elle s'inquiétait pour mon bien-être financier, je ressentais un poids sur ma conscience. Elle méritait de connaître la vérité. Les signes de sa sincérité s'accumulaient jour après jour. La semaine dernière, elle avait insisté pour m'acheter un nouveau manteau d'hiver avec son premier salaire, même si je savais qu'elle avait à peine assez d'argent pour ses propres besoins. Quand je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire, elle avait répondu « Maman, tu as fait tant de sacrifices pour moi. Laisse-moi au moins faire ce petit geste. » Il y avait aussi ces moments spontanés qui révélaient la profondeur de son changement. Un dimanche matin, je l'avais trouvée dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner, ayant utilisé sa propre clé que je lui avais donnée pour les urgences. « J'ai pensé que tu aimerais te réveiller avec l'odeur des croissants frais », avait-elle dit avec un sourire timide. Ces gestes n'étaient pas calculés pour obtenir quelque chose. Ils venaient du cœur, et je le savais. Camille avait vraiment changé, mais elle méritait de connaître toute la vérité sur sa mère. C'est un mardi soir, pendant un dîner dans mon appartement, que j'ai décidé de tout raconter. Camille m'aidait à faire la vaisselle quand j'ai trouvé le courage de parler. « Camille, il faut que je te raconte quelque chose d'important. » Elle s'est tournée vers moi,
séchant ses mains dans un torchon. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu vas bien? Tu as l'air si sérieuse. J'ai respiré profondément, sentant mon cœur battre la chamade. C'était le moment que j'avais redouté et attendu à la fois pendant des semaines. Tu te souviens de cette nuit, il y a 3 mois, quand tu as dit ces choses sur le fait de vouloir que je sois renversée. Son visage s'est immédiatement contracté de douleur. Maman, s'il te plaît, ne parlons pas de ça. J'ai déjà demandé pardon 1000 fois. Laisse-moi finir, l'ai-je interrompu doucement. Cette nuit-là, après que tu sois parti, je suis sortie me promener. J'étais si blessée, si perdue, que je ne savais même pas quoi faire de moi-même. Camille s'est approchée et a pris ma main. Maman, je suis passée devant une épicerie, sur un coup de tête, j'ai acheté un billet de loterie. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'à ce moment-là, n'importe quel espoir, si petit soit-il, semblait meilleur que le désespoir. Elle me regardait avec une attention totale, ne comprenant pas où je voulais en venir. 3 jours plus tard, j'ai découvert que j'avais gagné à la loterie. Comment ça, gagner, a-t-elle demandé, confuse. Je suis allée jusqu'à la commode et j'ai pris un dossier que j'avais préparé des jours auparavant. À l'intérieur se trouvait le billet gagnant, la preuve du prix, les relevés bancaires et les documents d'achat de son appartement. J'ai gagné 15 800 000 €, Camille. Elle est restée immobile, me regardant comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Ses yeux ont parcouru les documents que je lui tendais, son visage passant de la confusion à l'incrédulité absolue. C'est une plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie. Et il y a plus. Madame Rousseau n'existe pas. L'appartement où tu vis? Je l'ai acheté pour toi. L'administrateur que vous avez rencontré? Je l'ai engagé. Tout était une mise en scène pour t'aider sans que tu le saches. Camille s'est assise lourdement sur une chaise, les documents tremblants dans ses mains pendant qu'elle les analysait. Je pouvais voir son esprit essayer de traiter l'information, essayer de réconcilier la mère pauvre qu'elle connaissait avec la femme riche que je révélais être. Tu es millionnaire? Et tu m'as laissé traverser toute cette agonie financière? Sa voix était à peine audible, remplie d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. Je voulais être sûre, ai-je expliqué calmement. Je voulais savoir si tu avais vraiment changé, si ton amour pour moi était genuine ou si c'était juste du désespoir. Et qu'est-ce que tu as conclu, a-t-elle demandé, sa voix étrangement contrôlée. Que tu as changé. Que peut-être cette personne cruelle qui a dit ces choses horribles n'était pas vraiment toi. Peut-être que c'était juste quelqu'un de perdu, de blessé, qui faisait des choix terribles. Camille a commencé à pleurer, mais c'était des larmes différentes des autres fois. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou d'apitoiement sur soi. C'étaient des larmes de soulagement et de compréhension. Maman, tu aurais pu me laisser dans le caniveau. Après tout ce que j'ai dit, après la façon dont je t'ai traité, tu aurais pu simplement disparaître avec tout cet argent et ne jamais regarder en arrière. J'aurais pu, ai-je admis. Mais tu es ma fille. Et j'ai découvert que l'amour d'une mère est plus fort que la blessure. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Dans cette étreinte, j'ai senti toutes les barrières que nous avions construites entre nous s'effondrer. Je t'aime, maman. Et pas pour l'argent. Je t'aime parce que tu es la meilleure personne que je connaisse. Parce que même quand j'étais la pire version de moi-même, tu n'as pas abandonné. Nous sommes restés enlacés pendant de longues minutes, pleurant ensemble, guérissant des blessures qui semblaient incurables il y a quelques mois. Et maintenant, a-t-elle demandé, s'écartant pour me regarder dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant, ai-je répondu avec un sourire, nous vivons. Mais cette fois, nous vivons ensemble, avec honnêteté, avec un amour véritable, et oui, avec plus de confort que je n'avais jamais rêvé d'avoir. Mais maman, tout cet argent, ça change tout, non? Ça change les circonstances, ai-je dit pensativement. Mais ça ne change pas qui nous sommes. Toi, tu es toujours ma fille.
Moi, je suis toujours ta mère. L'argent nous donne juste plus d'options pour être heureux ensemble. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Camille voulait tout savoir, comment j'avais découvert le gain, comment j'avais géré l'argent, comment j'avais organisé l'appartement. Je lui ai raconté mes rencontres avec Monsieur Dubois et Madame Moreau, mes réflexions sur la façon d'utiliser cette fortune, mes peurs et mes espoirs. Je ne peux pas croire que tu aies gardé ça secret pendant si longtemps, a-t-elle dit, secouant la tête avec admiration. Ça a dû être si difficile. Le plus difficile était de ne pas savoir si tu m'aimais vraiment ou si tu avais juste besoin de moi, ai-je avoué. Maintenant je sais. Dans les mois qui ont suivi, notre vie a changé complètement, mais de façon graduelle et consciente. J'ai acheté une belle maison à Neuilly-sur-Seine, avec un jardin où nous avons planté ensemble les fleurs que ma mère avait l'habitude de cultiver. Camille a continué à travailler dans la maison d'édition parce qu'elle avait découvert qu'elle aimait ce qu'elle faisait, et j'ai commencé à faire du travail bénévole avec des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Tu sais, maman, m'a-t-elle dit un dimanche après-midi, alors que nous jardinions ensemble, je suis contente que tu ne m'aies pas dit tout de suite pour l'argent. Si tu l'avais fait, j'aurais toujours douté de mes propres motivations. Maintenant, je sais que je suis revenue vers toi par amour, pas par intérêt. Nous avons créé une fondation au nom de la famille Lefebvre pour aider les femmes en situation difficile, mères célibataires, personnes âgées abandonnées, femmes victimes de violences domestiques. C'était notre façon de transformer la douleur que nous avions vécue en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. Nous allons appeler ça la Fondation Deuxième Chance, avait suggéré Camille. Parce que tout le monde mérite une seconde chance, même les filles ingrates qui disent des choses horribles à leur mère. Guillaume a essayé de revenir dans la vie de Camille quand il a appris, par des connaissances communes, notre nouvelle situation financière. Il l'a appelé plusieurs fois, lui a envoyé des fleurs, et est même venu sonner à sa porte. Camille, ma chérie, avait-il dit lors de sa visite surprise, j'ai fait une terrible erreur. Je me rends compte maintenant que tu es la femme de ma vie. Mais ma fille n'avait même pas répondu à ses appels. Certaines personnes n'aiment que ce que tu as, pas qui tu es, m'avait-elle dit. J'ai appris ça de la pire façon possible. Un jour, nous avons reçu une lettre de Guillaume, une longue épître pleine de regrets et de promesses. Camille l'a lue, puis l'a jetée à la poubelle sans un mot. Tu ne regrettes pas, lui ai-je demandé. Regretter quoi? D'avoir échappé à un homme qui ne m'aimait que quand il pensait que j'étais utile? Non, maman. Guillaume m'a rendu service en me quittant. Il m'a forcé à voir qui j'étais devenue et à revenir vers toi. Aujourd'hui, à 72 ans, je peux dire que je suis genuinement heureuse. Pas seulement à cause de l'argent, bien qu'il ait apporté sécurité et de merveilleuses possibilités, mais principalement parce que j'ai récupéré ma fille. La vraie Camille, pas cette version amère et intéressée qui s'était perdue ces dernières années. Notre maison à Neuilly est devenue un lieu de paix et de réconciliation. Le jardin que nous avons créé ensemble fleurit magnifiquement, et souvent des amis et des bénéficiaires de notre fondation viennent nous rendre visite. Camille a trouvé l'amour à nouveau, cette fois avec un homme bon et simple qui travaille comme bibliothécaire et qui l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Maman, m'a-t-elle dit récemment, je sais que ça peut paraître étrange, mais je suis reconnaissante pour cette période horrible que nous avons traversée. Sans elle, nous n'aurions jamais découvert à quel point nous nous aimons vraiment. Parfois, le soir, quand nous sommes assises dans le jardin en buvant du thé et en regardant les étoiles, elle me demande encore pardon pour ces mots terribles. Mais je réponds toujours la même chose, ma chérie, parfois il faut se perdre complètement pour découvrir qui on est vraiment. La loterie m'a donné 15 millions d'euros, mais la vie m'a rendu quelque chose de beaucoup plus précieux, ma fille et la certitude que l'amour véritable trouve toujours un chemin pour vaincre. Car au final, j'ai découvert que la plus grande richesse ne se trouve pas dans la banque, mais dans les cœurs de ceux que nous aimons et qui nous aiment en retour, inconditionnellement, indépendamment de ce que nous avons ou n'avons pas. Et c'est une leçon qu'aucun argent au monde n'aurait pu m'enseigner. C'est une leçon que seule l'épreuve de la perte et de la réconciliation pouvait révéler. Aujourd'hui, quand je regarde Camille rire avec son nouveau compagnon dans notre jardin,
quand je vois les yeux des femmes que nous aidons s'illuminer d'espoir, quand je me réveille chaque matin dans cette belle maison remplie d'amour et de paix, je sais que j'ai vraiment gagné à la loterie de la vie. Pas le soir où j'ai acheté ce billet dans ma douleur et mon désespoir, mais le jour où j'ai décidé de donner une seconde chance à l'amour, malgré la trahison et la blessure. Le jour où j'ai choisi de croire que les gens peuvent changer, que les cœurs peuvent guérir, et que parfois les fins les plus heureuses naissent des commencements les plus douloureux. Voici mon histoire. Une histoire qui a commencé par les mots les plus cruels qu'une mère puisse entendre et qui s'est terminée par l'étreinte la plus sincère que j'ai reçue en décennies. Un voyage à travers la trahison la plus profonde jusqu'au pardon le plus libérateur. Je sais qu'en ce moment, en écoutant ma voix, beaucoup d'entre vous retiennent leurs larmes. Peut-être parce que vous reconnaissez votre propre douleur dans cette histoire. Peut-être parce qu'un fils ou une fille a aussi déjà dit des mots qui ont coupé votre cœur comme des lames. Peut-être parce que vous aussi vous êtes déjà senti invisible, jetable, un fardeau dans la vie de ceux que vous avez mis au monde. Je comprends cette douleur. Je comprends ce que c'est de se coucher le soir et se demander où on a échoué comme parent. Je comprends ce que c'est de regarder les murs de l'appartement où vous avez élevé vos enfants avec tant d'amour et de vous sentir jugé par cette même éducation. Je comprends ce que c'est de questionner si votre vie a vraiment de la valeur quand la personne que vous aimez le plus au monde dit qu'il serait mieux que vous n'existiez pas. Mais je comprends aussi le miracle du pardon. Pas ce pardon facile, rapide, que nous prétendons ressentir. Je parle du vrai pardon, celui qui fait mal, qui exige que nous affrontions notre propre humanité, nos propres erreurs, notre propre besoin d'être aimé inconditionnellement. Auriez-vous fait le même choix que moi? Quand vous auriez découvert que vous aviez le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la vengeance, le pouvoir de prouver que vous aviez raison, auriez-vous eu la force d'utiliser ce pouvoir pour l'amour plutôt que pour l'orgueil blessé? Ou auriez-vous été tenté, comme je l'ai été, de faire payer Camille pour chaque larme qu'elle m'a fait verser? Parce que je vais être honnête avec vous, il y a eu des moments où j'ai voulu qu'elle souffre. Des moments où j'ai imaginé ce que ce serait de la voir découvrir qu'elle avait rejeté une mère millionnaire pour un homme qui ne l'aimait pas. Il y a eu des nuits où j'ai planifié d'apparaître dans une voiture de luxe devant son bureau, juste pour voir le regret dans ses yeux. Mais alors j'ai réalisé quelque chose de fondamental, la vengeance ne guérirait pas ma douleur. Elle ne ferait que la multiplier. Parce que faire souffrir ma fille ne rendrait pas mon cœur moins douloureux, cela créerait juste une nouvelle douleur, la douleur de savoir que j'étais devenue cruelle. Combien d'entre vous en ce moment portent cette douleur dans leur poitrine? Combien vont se coucher ce soir en pensant à un enfant qui n'appelle pas depuis des mois, à une fille qui n'apparaît que quand elle a besoin d'argent, à des mots qui ont été dits et qu'ils n'arrivent pas à oublier? Combien attendent des excuses qui ne viendront peut-être jamais? Combien ont le téléphone à la main tous les jours, voulant appeler, mais l'orgueil ne les laisse pas? Combien se regardent dans le miroir et se demandent s'ils valent la peine d'être aimés? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris à 72 ans, vous valez la peine. Votre vie a du sens. Les sacrifices que vous avez faits pour vos enfants n'ont pas été vains, même s'ils ne peuvent pas encore le voir. Mais j'ai aussi appris qu'attendre que les autres changent en premier est une prison que nous construisons nous-mêmes. Parfois, nous devons être les premiers à tendre la main. Pas parce que nous méritons moins, mais parce que nous méritons plus, nous méritons la paix qui vient du pardon. Mon histoire ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de découvrir que la vraie richesse réside dans les secondes chances que nous donnons et que nous recevons. Elle parle d'apprendre que l'amour véritable n'est pas celui qui n'est jamais testé, mais celui qui survit aux tests les plus durs. Racontez-moi dans les commentaires, vivez-vous quelque chose de similaire? Depuis combien de temps ne parlez-vous pas à un enfant? Quels mots cruels résonnent encore dans vos cœurs? Mais dites-moi aussi, quels espoirs gardez-vous encore? Quel amour avez-vous encore à donner? Vos histoires comptent. Votre douleur mérite d'être entendue. Votre sagesse peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être votre expérience est-elle le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour faire cet appel, pour envoyer ce message, pour donner cette première chance ou deuxième chance ou 10e chance. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous ne racontons pas seulement des histoires.
Nous créons une famille de personnes qui comprend que la vie est compliquée, que l'amour est imparfait, mais qu'il vaut la peine de se battre pour lui. Nous nous rappelons les uns aux autres que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, que nos cicatrices peuvent être nos plus grandes forces. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a allumé une petite flamme d'espoir ou vous a fait réfléchir sur vos propres relations, abonnez-vous à la chaîne. Faites partie de cette communauté de personnes qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour que l'amour véritable fleurisse. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, une amie qui souffre avec un enfant distant, un voisin qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il vaut la peine de se battre pour l'amour, partagez cette histoire. Parce que parfois, une histoire peut être exactement le médicament dont un cœur blessé a besoin. Jusqu'à notre prochaine conversation. Et souvenez-vous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour dans le cœur, il y a possibilité de recommencement. Et tant qu'il y a des gens comme vous, prêts à écouter et à partager, il y a de la lumière dans le monde. N'abandonnez jamais l'amour. Il trouve toujours un chemin pour revenir à la maison.